On est nombreuses à critiquer la politique du président Macron. On est nombreuses à se poser des questions de l'avenir de la France, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue écologique. Et on est inquiète parfois. Moi, je le suis, d'une certaine mesure. Je vois aussi la montée des extrêmes, ce qui m'inquiète énormément. Et donc, je me suis posé la question, quel futur pour la France, en particulier avec les élections présidentielles qui arrivent l'année prochaine? Comment on peut envisager des choses positives pour la France? Et aujourd'hui, je reçois David Jays, que j'avais déjà reçu sur mon podcast par 2 fois. On avait parlé de la confiance dans les politiques. David, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Slow Démocratie, qui a été lauréat du prix étudiant du livre politique l'année dernière, en 2020, qui était lauréat du prix Édouard Bonnefou de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un énarque, prof à Sciences Po, mais aussi haut fonctionnaire, qui a une vision hyper intéressante sur le renouveau de la politique. C'est un peu cette nouvelle garde politique finalement, que je trouve passionnant. C'est une discussion très longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur Volant, parce que le sujet est éminemment complexe. Et en même temps, David est extrêmement engagé, donc il y va de toute sa fougue, que j'espère que vous apprécierez. Il y parle d'ailleurs, il fait le pitch de son nouveau bouquin, qui sortira un peu plus tard en 2021, donc en exclusivité quelque part. Je vous laisse écouter cette conversation qui, à mon sens, devrait résonner en vous. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour Grégory et bonne année. Bonne année à toi aussi. On a déjà fait 2 épisodes ensemble et aujourd'hui on va parler de la France et de son avenir. On vient de passer en 2020 dans une année extrêmement compliquée de crise sanitaire où le gouvernement français a été particulièrement challengé, on va dire. Et encore aujourd'hui avec les vaccins, on voit par ailleurs des mouvements complexes, que ce soit une crise sociale qui arrive, une crise économique évidemment, du coup une crise politique avec des élections qui arrivent l'année prochaine. On voit en parallèle ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis où la démocratie est complètement remise en question. Donc là, on va essayer de voir ensemble à quoi va ressembler la France demain. On va peut-être parler d'abord, peut-être, de ton avis sur cette année 2020 qui vient de se dérouler et à quel moment, ou comment pour toi, les politiques et le gouvernement n'a pas réussi à faire face à la crise sanitaire? L'année 2020, il faut d'abord la replacer dans son contexte historique. Elle arrive, à mon avis, comme une date charnière après 2 autres date très importante, le 11 septembre 2001, première crise majeure terroriste, puisque c'est l'attaque du World Trade Center à New York, qui est la première entaille en quelque sorte à ce récit avec lequel on s'est auto-intoxiqué après la chute du mur de Berlin, selon lequel, au fond, le capitalisme démocratique ou la démocratie capitaliste allait triompher dans le monde entier. Le communisme était tombé avec la chute du mur de Berlin et la désintégration de l'Union soviétique. Et au fond, on parlait à l'époque de fin de l'histoire. Je vous renvoie à ce livre très intéressant, plus que on a voulu le dire par la suite, de Francis Fukuyama, qui s'appelait The End of History. 2001, c'est la première entaille, en quelque sorte, à ce récit un peu messianique de fin de l'histoire, puisque l'Occident capitaliste et libéral découvre qu'il a encore des ennemis, même si ces ennemis sont groupusculaires. Ils sont déterminés, ils s'organisent en un réseau mondial et ils le frappent. 2008, la crise financière de 2008, ça a été un deuxième choc. Par son ampleur, elle ressemble à la crise de 1929, même si ses conséquences économiques n'ont pas été du même ordre, parce qu'il y a eu une réaction très rapide des banques centrales, des gouvernements, mais c'est quand même un choc. C'est au départ une crise sur le marché du logement américain, donc c'est une crise qui est très localisée, sectorielle, mais en raison de l'imbrication des bilans, des banques, des assurances, etc., elle se propage très vite aux 4 coins du monde. Et elle va frapper les pays émergents, puisqu'il va y avoir une fuite des capitaux.
Elle va frapper aussi l'Europe, puisque banques américaines et banques européennes sont très dépendantes. Elles sont toutes assoiffées de dollars. Et la situation aux États-Unis va provoquer une sorte de contraction du marché interbancaire. Et donc, toutes les banques européennes vont se trouver en panne de refinancement, en quelque sorte. Et donc, il va y avoir une sorte de catastrophe financière et économique en Europe qui va provoquer l'intervention massive des États et leur surendettement. Donc c'est 2008 la première crise en quelque sorte de l'interdépendance. Nous avons atteint un tel niveau d'interdépendance économique, informationnelle, technologique, énergétique qu'un choc qui survient en un point précis du système peut avoir des répercussions sur tout le système. C'est l'âge des vulnérabilités. C'est ça. Et au fond, la crise Covid, elle est en quelque sorte le dernier tournant dans ces 20 premières années du 21e siècle, puisque au départ, c'est effectivement un virus qui surgit dans la région de Wuhan, donc dans une région industrielle chinoise, et qui, par le fait des circulations humaines surmultipliées, de nos interdépendances, se propage très vite aux quatre coins du monde. Et j'ajoute que la crise économique déclenchée par le lockdown, donc le confinement en Chine, a eu des répercussions très rapidement sur le monde entier, puisque aujourd'hui, la Chine est encore l'atelier du monde, c'est-à-dire un pays dans lequel une partie de la production mondiale de biens manufacturés s'effectue. Et Dieu sait si, avec la fragmentation des chaînes de valeur, nous sommes exposés en quelque sorte à la Chine. Donc c'est véritablement le point d'aboutissement de 3 crises systémiques majeures qui font que nous sommes en train de basculer dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle. Et si je devais être complet dans le tableau que j'essaie de brosser, eh bien je dirais qu'il y a une 4e crise, je ne sais pas si on peut parler de crise, je ne crois pas qu'on puisse parler de crise d'ailleurs, qui est le changement climatique. C'est pas une crise parce que dans le mot crise, ça vient du grec crisis qui suggère l'idée d'une bifurcation et que donc on puisse emprunter un chemin ou un autre. Dans une crise, il y a une idée d'alternative en quelque sorte. Il y a une bonne comme une mauvaise issue. C'est un terme de médecine grecque. La crisis, c'est le stade de la maladie. Et la maladie, elle peut se solder si le médecin a bien agi par la guérison ou elle peut se solder par la mort. Nous ne sommes pas dans une situation de crise à proprement parler s'agissant du climat puisqu'il s'agit d'une dégradation continue et que l'on sait déjà que tous les changements qui se sont produits sont de l'ordre de l'irréversible. La question, c'est comment est-ce que nous freinons la rapidité de ces changements? Comment est-ce que nous nous adaptons à ces changements? Donc, je ne parlerai pas de crise, mais je parlerai de défis climatiques. Et il est vrai que nous vivons à l'heure des crises et des défis et des transitions en tout genre. Et puisque tu posais la question de la réaction de l'État, face à ça, je ne dirais pas que nous avions une guerre de retard, comme on le disait en 1940 à propos de l'armée française. Rappelle-toi ce texte de Marc Bloch qui s'appelle « L'étrange défaite ». Marc Bloch était à la fois un très grand historien, le fondateur de l'école des Annales, mais c'était aussi un capitaine qui était engagé dans les services en charge du ravitaillement de l'armée du Nord, c'est-à-dire l'armée française qui était en charge de résister à la percée allemande. Donc il a vu de près la défaillance logistique, il a vu de près la défaillance organisationnelle et au fond, il a dressé un tableau impitoyable de cet état-major rempli de généraux, de généralissimes, de maréchaux croulant sous les médailles, sous les honneurs, parce qu'ils avaient été des héros de la Grande Guerre, mais qui ont été totalement incapables à ajuster leur doctrine stratégique à la Seconde Guerre mondiale et notamment à ce qui a fait la force de l'armée allemande, c'est-à-dire la motorisation. L'usage des chars et des avions. Et donc nous avions une armée pléthorique, la plus importante du monde par le nombre de soldats, mais totalement incapable de faire face à cette guerre extrêmement rapide de chars et d'avions qui était conduite par l'armée allemande. On disait alors qu'on avait une guerre de retard. Je crois que cette fois-ci, c'est plus grave encore, puisque nous avons des structures publiques, mais c'est pas simplement en France. C'est dans beaucoup de pays du monde développé, qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas aptes à faire face à ces crises, à ces changements et à ces transitions. Nous avons des structures publiques qui vivent justement encore dans le monde de la paix et de la guerre,
qui vivent dans des modèles, dans des paradigmes qui sont complètement dépassés. Et nous ne sommes pas capables de faire face, de construire des stratégies de résilience en quelque sorte, c'est-à-dire de faire face à des chocs extrêmement brutaux qui touchent nos vulnérabilités, qui sont parfois imprévus et qui nécessitent une réponse à la fois rapide et vigoureuse. Donc c'est un reset complet qu'il va falloir faire, un reset de l'action publique, un reset de notre état d'esprit collectif. Et c'est d'autant plus urgent que la France, me semble-t-il, ce grand pays qui a été si souvent à l'avant-garde, politique, intellectuelle, scientifique, littéraire, esthétique, me paraît aujourd'hui dans une situation de déclassement et de décrochage qui ne laisse pas d'inquiéter, et dans tous les domaines. Et alors, c'est vrai que par rapport à ce que la manière dont tu as commencé, tu m'avais parlé la dernière fois d'une triple sécurité, qui était une sécurité physique, financière et sanitaire, qui a été donc mise à mal au XXIe siècle. Et avec des politiques qui, aujourd'hui, ne savent plus répondre complètement. Ne savent plus répondre opérationnellement, enfin, je veux dire, de manière très concrète, mais ne savent plus non plus répondre de manière communicationnelle. C'est-à-dire que le mensonge a toujours fait partie de la politique. Donc la question, c'est pas de savoir s'ils mentent ou s'ils mentent pas. Il y a toujours un peu de mensonge dans l'exercice du pouvoir. Mais là, en fait, les gens s'en rendent compte. Et puis, du coup, ça génère une suspicion énorme. Il y a une perte de confiance majeure entre toutes les institutions, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit les marques, et les citoyens en réalité. Alors d'abord, c'est forcément une lente perte, c'est-à-dire qu'il y a jamais, c'est comme la montée de l'extrême droite, c'est jamais d'un coup il y a la montée de l'extrême droite, c'est juste qu'on a voulu ignorer cette perte de confiance pendant des années, et que là, le gouvernement Macron, entre autres, en pâtit énormément. Alors qu'en plus, il avait promis que ça serait très différent avec lui. C'est aussi ça le problème, je crois. Oui, tu as tout à fait raison. Nous avons un niveau de défiance dans tout ce qui relève des institutions nationales qui est absolument considérable. Et d'ailleurs, il y a le CEVIPOF, qui est le centre de recherche de la vie politique de Sciences Po, qui a fait des enquêtes comparatives pendant le premier confinement. On a regardé le niveau de défiance en France par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qu'on a mesuré ? Une défiance française qui est de 20% supérieure à la défiance allemande ou à la défiance anglaise. Cette défiance, elle s'exerce à l'endroit du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, mais aussi, comme tu l'as très justement dit, des marques et des grandes entreprises, grandes entreprises nationales. Et des médias. Et des médias, bien sûr. Qu'est-ce qui a échappé en quelque sorte à ce tsunami de défiance ? C'est tout ce qui est ressorti à la proximité. C'est-à-dire que les PME, par exemple, sont plus appréciés que les grandes entreprises dans la tête des Français. Les maires, comme élus de proximité, MAIRES, sont plus appréciés que les députés ou les ministres. Donc, il y a une survalorisation de la proximité. Ça, c'est très important, parce que cette survalorisation de la proximité qu'on voyait aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, elle traduit aussi une inquiétude des citoyens vis-à-vis d'une mondialisation qui semble complètement leur échapper. C'est-à-dire que tout semble se jouer dans des instances lointaines. Le monde devient de plus en plus compliqué à déchiffrer. Le pouvoir, on ne sait plus vraiment où il est. Est-il à Paris ? Est-il à Bruxelles ? Est-il dans les organisations internationales ? Est-il dans les grandes entreprises ? Est-il dans la finance ? Donc on est face à une perte de contrôle ressentie très fortement par les citoyens. Et en retour, les citoyens rejettent ces architectures opaques, abstraites et lointaines. Et ils sont portés à valoriser, au contraire, la proximité, la vie quotidienne et le concret. Et c'est comme ça que j'interprète le fait que les maires, par exemple, soient des élus beaucoup plus populaires que les députés ou les ministres. C'est comme ça que j'interprète le fait qu'on préfère les PME, TPE, qui sont des entreprises de proximité, aux multinationales. D'ailleurs, les grandes entreprises vont avoir ce défi de se réancrer dans les territoires et dans la proximité si elles veulent garder, en quelque sorte, une forme de respectabilité vis-à-vis des consommateurs. Et donc, il y a cette valorisation de la proximité qui est porteuse d'espoir, en un sens, si on arrive à convertir ce sentiment de manière positive. Pourquoi est-elle porteuse d'espoir ? Parce que c'est la redécouverte de la communauté,
c'est la redécouverte des liens de solidarité qui nous unissent, c'est la valorisation des circuits courts, c'est la redécouverte d'un certain nombre de savoir-faire, c'est la redécouverte d'un vouloir vivre ensemble qui avait eu tendance à se désagréger ces dernières années, voire ces dernières décennies. Mais tu as tout à fait raison de pointer le fait que le problème spécifiquement français, c'est un niveau de défiance qui est absolument record. Et il faut essayer de comprendre d'où vient ce niveau de défiance. Alors, on s'est demandé si c'était pas lié à la défiance envers autrui, car après tout, la défiance vis-à-vis des institutions publiques procède parfois d'une défiance interpersonnelle. Si je me méfie du président de la République et du Premier ministre et du gouvernement et des députés et des chefs d'entreprise, c'est peut-être parce que je me méfie de mon prochain. Parce que je n'ai pas confiance dans mon voisin, parce que je n'entretiens pas de relations avec les gens qui habitent dans mon environnement local ou avec mes collègues. Sauf que quand on regarde les enquêtes, c'est pas du tout le cas. Les Français sont dans la moyenne européenne s'agissant de la confiance interpersonnelle. Les Français font, contrairement à une rumeur tenace, plutôt confiance à leur prochain. Donc il y a une défiance publique qui n'est pas explicable par la défiance interpersonnelle. D'où vient alors cette défiance publique ? Eh bien, voici l'hypothèse que je défends pour la première fois à ton micro et qui fera l'objet d'un livre que je publierai au mois de mai. Je pense que la défiance publique majeure, massive, spécifique à la France vient de ce que la France n'a pas su, ces 30 ou ces 40 dernières années, forger ce que j'appelle un grand compromis. Qu'est-ce que c'est qu'un grand compromis ? C'est un accord d'une large partie de la population autour d'un socle minimal de valeurs et d'institutions. Après 1945, à cause des circonstances tragiques de la Seconde Guerre mondiale, un grand compromis s'est forgé en France. Il y avait le programme du Conseil national de la résistance, la création de la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, à commencer par les entreprises de l'énergie. Et ce grand compromis, au fond, il s'articulait autour de quoi ? De 3 choses. D'une confiance dans l'État comme opérateur de la reconstruction économique et morale du pays. Et on le voit avec les taux de participation aux élections, par exemple. Il y a un référendum en 1945, 80% de participation, dont les 12 millions d'électrices qui se voyaient octroyer le droit de vote pour la première fois. On mesure le grand compromis aussi à l'existence d'espaces dans lesquels on peut forger des compromis ou des consensus. Les syndicats, la CGT en 1945, c'est 5 millions d'adhérents. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Ah, c'est énorme. C'est considérable. Le commissariat au plan, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas une espèce d'instance technocratique grisâtre. C'est une instance dans laquelle on discute avec les partenaires sociaux, avec des experts, avec le patronat, avec toutes les composantes de la population française, des grands choix d'avenir énergétiques, industriels, etc. Et puis, troisième élément de ce grand compromis français, c'est l'accord au fond, sur notre trajectoire historique. C'est-à-dire, au fond, quel devenir historique pour notre nation. Et après 1945, il est évident que la reconstruction et la modernisation du pays et la participation, c'est-à-dire l'association d'un maximum de citoyens à la protection sociale et à la démocratie, constituent un horizon dans lequel, avec de très importantes nuances, se retrouvent aussi bien les gaullistes que les chrétiens démocrates, que les socialistes, que les communistes, la CGT, le patronat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a, entre les gaullistes et les communistes, par exemple, d'immenses différences. En un sens, il y a plus de différences entre les gaullistes et les communistes qu'aujourd'hui entre le PS, la République En Marche et les Républicains. Et pourtant, malgré ces immenses différences, il y a un accord sur un récit français commun. Et ce que nous avons perdu au moment de la mondialisation, c'est ce récit français commun. C'est-à-dire que la France, qui longtemps s'est conçue comme une nation à l'avant-garde, politique, industrielle, technologique, scientifique, artistique, intellectuelle, s'est retrouvée comme un vaisseau fantôme, subissant le flot des événements, ballotté, tirant à U et à dia, au gré des vents, tirant de bord, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée en position de subir la mondialisation, alors qu'elle aurait dû reforger un grand compromis, pas forcément d'ailleurs sur le modèle allemand, parce qu'on nous parle souvent du modèle allemand. Non, chaque nation a son propre modèle de société. Mais elle aurait dû se demander ce que devait être l'esprit français, sur ce que pouvait être un nouveau récit français. C'est ce que nous n'avons pas réussi à faire, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un niveau de défiance
considérable, un corps social fracturé, de grandes inquiétudes quant à l'avenir, une montée de la violence pour des petites portions de la société, mais peut-être plus inquiétant encore que la montée de la violence, une sorte de désaffection politique, alors que nous sommes un peuple profondément politique. Et il ne faut pas plus de 3 secondes parfois pour réveiller le profond instinct politique des Français. Il m'arrive de discuter avec toutes sortes de gens, de tous milieux sociaux. Je sais comment les ramener à la politique. Ils peuvent très vite se passionner pour la chose publique. Mais la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle a dégoûté, elle a désintéressé, elle a éloigné beaucoup de Françaises et de Français qui se sont en quelque sorte consacrés à leur vie personnelle, ce qui explique d'ailleurs le succès en librairie des livres de développement personnel, c'est-à-dire comment est-ce que je m'occupe de moi, comment est-ce que je construis un style de vie, une trajectoire de vie qui soit la plus harmonieuse possible, mais peut-être sans comprendre à quel point, pour ce peuple politique qu'est la France, la trajectoire personnelle, le développement personnel dépend aussi du développement politique de notre nation et de notre bonne santé politique. C'est-à-dire que en France, l'état du débat public, l'état de la politique, c'est un peu comme le climat. Quand il fait gris pendant des jours et des jours à Paris, quand il pleut sans arrêt, etc., on est d'humeur maussade. Et là, c'est exactement la même chose pour le climat politique. C'est-à-dire que quand il y a une sorte de grande querelle dans le pays, quand il est plus possible de débattre sans s'échanger des invectives, quand on n'arrive plus à écrire le récit de l'avenir, et pourtant, Max Weber le disait, la politique, c'est l'affaire de l'avenir, eh bien, nous sommes tentés de nous recroqueviller sur notre petit nombril, et nous sommes dans une situation de grande précarité affective, précarité psychique, parce que nous n'arrivons plus à faire communauté, nous n'arrivons plus à faire corps. Et je crois que l'année 2020, de ce point de vue-là, peut marquer une inflexion positive parce qu'il y a eu la redécouverte de la proximité, parce qu'il y a eu la prise de conscience d'un certain nombre de défis et de crises qui sont les nôtres, celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc peut-être qu'on va pouvoir réécrire enfin un récit de l'avenir à l'aune de ce qui vient de se passer. Il y a plein de trucs intéressants dans ce que tu dis. La première, moi, ce que je constate en France, culturellement en tout cas, c'est qu'on attend que tout vienne du politique. C'est quand même très particulièrement vrai pour la France. Et c'est étonnant parce qu'il y a une défiance politique et en même temps une attente très forte que la solution vienne du politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... moi, en tout cas, à mon niveau, je trouve ça insupportable que tous les politiques se réfèrent à Charles de Gaulle, qui était sans doute génial, mais c'était dans les années 50. Et en fait, voire avant le général de Gaulle. En tout cas, la fin, c'est 69 en l'occurrence. Et du coup, je trouve que c'est, assez fou qu'en 60 ans, on n'ait pas une référence intermédiaire au général de Gaulle. C'est-à-dire que d'un côté, ça veut dire on a besoin d'un général, c'est-à-dire quelque part quelqu'un qui nous donne une direction très forte, mais aussi, j'ai la sensation, une forme d'éthique politique qu'on a complètement perdu. Alors, je sais pas s'il était particulièrement éthique à l'époque. Comme j'étais pas là, j'ai du mal à avoir un recul. Mais, en tout cas, moi, personnellement, ça me fatigue et je pense que les Français, ils ont un peu de mal aussi avec cette idée du général de Gaulle comme référence, que ce soit de l'extrême droite, que ce soit de l'extrême gauche ou de n'importe qui d'ailleurs. Tu as dit quelque chose de très juste. D'abord, pour ouvrir ta question, c'est à la fois nous attendons beaucoup du politique et en même temps il y a un niveau de défiance très élevé. Mais c'est très exactement ça, la défiance. La défiance, c'est quoi ? C'est l'écart entre un horizon d'attente qui est très élevé et une prestation ou une réalité qui est très en deçà de ce qu'on espère. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en 50 ans, l'intervalle s'est creusé parce que les deux bornes se sont éloignées. C'est-à-dire que l'horizon d'attente est toujours plus élevé. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours plus élevé, l'horizon d'attente ? Pour une raison très simple. C'est que la mondialisation, cette grande réorganisation productive du monde, pour les salariés du monde développé, dont la France, elle a entraîné une sorte de compression des salaires. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu étais ouvrier ou quand tu étais salarié de classe moyenne entre 1950 et 1975, durant ce qu'on a un peu improprement d'ailleurs, on y reviendra peut-être, parce que c'était des années de destruction environnementale, mais durant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, ton niveau de vie a été multiplié par 3. Depuis 1975, en gros, ton niveau de vie a stagné. Donc si ton niveau de vie stagne, alors que la richesse globale produite augmente, tu as le sentiment d'une régression. Par définition. Et ce d'autant plus que dans ton niveau de vie, la part
de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire les factures d'énergie, le prix de l'énergie, c'est-à-dire le loyer, c'est-à-dire le véhicule quand on n'a pas le choix, qu'il faut se déplacer en voiture, souvent avec 2 voitures pour aller travailler, aller chercher ses enfants, aller au supermarché, aller profiter des services publics qui s'éloignent. Eh bien, tu as le sentiment d'un niveau de vie qui recule. Donc, vers qui on se tourne si on veut une amélioration du pouvoir d'achat que moi j'appelle le pouvoir de vivre? On se tourne vers l'État, parce que l'État, il dispose à la fois de la manne fiscale, donc il peut baisser les impôts, et puis il dispose aussi de la dépense publique. Il peut augmenter la dépense publique, souvent d'ailleurs en s'endettant. Et c'est très exactement ce qu'on a fait, en fait, durant ces 40 dernières années. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'améliorer la situation des salariés dans les entreprises, au lieu d'essayer d'investir les secteurs d'avenir, d'innover, de développer la recherche scientifique, de préempter de nouveaux secteurs industriels, on a laissé petit à petit tout un appareil industriel classique se déliter. On est devenu une société de services. Parfois, on se demande d'ailleurs si c'est pas une société de serviteurs, tant on a créé un nouveau prolétariat dans ce qu'on appelle les services à la personne. Et on a vu des gens dont le niveau de vie désespérément stagné, alors qu'on leur vendait des promesses. Vous allez pouvoir être propriétaire. Rappelle-toi du slogan de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2007, tout le monde propriétaire. Comment on devient propriétaire de sa petite maison quand on a un salaire qui s'approche du SMIC? Comment on devient propriétaire d'un véhicule puis d'un deuxième véhicule? Par l'endettement, par le crédit conso, le crédit Sofinco, etc. Et donc on a des gens qui se sont retrouvés en quelque sorte dans des engrenages qu'on leur a vendus comme une sorte de miroir aux alouettes. Et maintenant, en plus, on leur explique que leur modèle et leur mode de vie n'est pas le bon, qu'ils doivent faire machine arrière, qu'ils doivent renoncer à leur mode de vie. Et évidemment, tout ça, tout ce paternalisme, toute cette arrogance ne pouvait que déboucher sur une gigantesque explosion de colère sociale et sur un horizon d'attente démesuré vis-à-vis de l'État. Et donc, ce à quoi il faut travailler, c'est à rapprocher en quelque sorte les deux bornes qui se sont dangereusement éloignées l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un horizon d'attente plus réaliste vis-à-vis de l'État, mais donc ça veut dire que chacun doit prendre sa part. Et que les entreprises, en particulier les grandes, doivent augmenter les salaires, doivent développer l'épargne salariale aussi, c'est-à-dire associer mieux les salariés. Je rappelle quand même qu'en Allemagne ou en Scandinavie, les salariés participent à la gouvernance des entreprises, qu'on appelle la codétermination, de manière beaucoup plus active et affirmée qu'en France. Donc il faut que les entreprises fassent leur part du job en quelque sorte. Il faut que tout le monde y mette du sien pour améliorer le pouvoir de vivre de ceux qui ont l'impression de décrocher. Et de cette manière-là, on rapprochera en quelque sorte la borne de l'attente ou de l'espérance de la borne de la réalité. Et on créera pas de frustration. Parce que le problème de ce modèle qui n'en est pas un, qui est un contre-modèle, c'est qu'on a généré énormément de frustration. Et c'est de cette spirale en quelque sorte de la déception et de la frustration qu'il faut sortir. Et c'est un nouveau modèle français qu'il nous faut inventer. Un modèle qui est fondé sur la proximité, qui est fondé sur une économie centrée sur l'humain et sur l'environnement, qui est centrée sur l'immatériel et pas simplement sur la consommation de biens manufacturés. Parce qu'aujourd'hui, avoir un téléviseur, une machine à laver, un sèche-linge, d'abord tout le monde est équipé de cette manière et ça ne fait plus rêver personne. Donc ce qu'il nous faut construire à la fois comme projet politique et comme projet économique, c'est une économie autour de l'humain et des non-humains aussi, puisque dans les non-humains, il y a la nature, il y a les animaux, il y a les végétaux, etc. Et là, il y a plein de secteurs économiques et sociaux absolument passionnants. La rénovation thermique des bâtiments, la révolution de l'alimentation avec l'agriculture biologique ou avec moins d'intrants chimiques. Il y a évidemment tout ce qui touche à la santé. On a vu à quel point la santé était un bien précieux. Et c'est à la fois des processus industriels et des services. Parce que dans la santé, par exemple, il y a à la fois notre assurance maladie qui fait qu'aujourd'hui, on peut pratiquer des tests gratuitement. On peut tester 2 ou 3 millions de personnes gratuitement, alors qu'un test en Angleterre, ça coûte 150 livres et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On a un système hospitalier extraordinaire qui a vraiment poussé les murs pendant le premier confinement, où il y a des synergies incroyables qui se sont créées. Les soignants n'ont pas compté leurs heures. Donc on a ce système public qui est extraordinaire et dans le même temps, on a des chercheurs hors du commun, on a des startups dans la robotique médicale, par exemple, qui sont parmi les meilleurs du monde. Je pense à Carmat, par exemple. Simplement, on les encourage pas suffisamment parce qu'on n'a plus cette capacité à faire travailler ensemble tous les acteurs et à se projeter vers l'avenir.
ce que les Chinois ont sous une forme autoritaire dont on ne veut pas, mais ils sont capables de dire voilà ce que sera la Chine en 2049. Et cette Chine, elle sera décarbonée, elle sera à la frontière technologique sur l'intelligence artificielle, elle sera pionnière dans la conquête spatiale, etc. C'est pas forcément le modèle qu'on veut pour la France, mais on doit pouvoir projeter en quelque sorte notre excellence scientifique, notre population, nos infrastructures, nos services publics dans un récit d'avenir positif. Et on doit être capable de dire que la France, dans 20 ans, dans 30 ans, doit être championne de cette économie centrée sur l'humain. C'est-à-dire la santé, la transition écologique, les nouvelles énergies, les mobilités douces, la formation, évidemment, l'éducation. Bref, tout ce qui touche à la qualité de vie. Tu vois, le développement personnel, c'est quelque chose qui touche à la qualité de vie. Et ça, c'est ce nouveau modèle français qu'on n'entend pas dans les médias, que personne n'a le courage de défendre, alors qu'on a toutes les pièces du puzzle entre les mains. Il va falloir se décider à écrire ce nouveau récit français. Et je termine sur ta question à propos de De Gaulle. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle nostalgie de De Gaulle ? Je pense que c'est pas simplement lié au fait que De Gaulle a été un homme d'État hors du commun, qu'il a su par 2 fois sauver la France en 1940, alors que l'armée, le gouvernement avait capitulé. Et en 1958, alors que la 4e République s'embourbait dans la guerre d'Algérie, lui a eu le courage de décoloniser et de mettre fin à cette tâche qu'était la guerre d'Algérie. Je crois qu'en réalité, la nostalgie, elle vient de ce que De Gaulle, avec d'autres, avait su forger un grand compromis français avec le Parti communiste, malgré qu'il en est, avec la CGT, avec les chrétiens démocrates, bref, avec toutes les forces vives du pays. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est pas De Gaulle, c'est un De Gaulle collectif. C'est-à-dire une envie de regarder vers l'avenir et de construire cette économie et cette société du futur dont je te parlais à l'instant. Donc oui, c'est rassurant de se dire que ça sera peut-être pas forcément un De Gaulle, et en même temps, ou un De Gaulle bis, ou quelqu'un d'un peu radical. Et en même temps, j'ai la sensation qu'on va être contraint d'entrer dans une forme de radicalité. En tout cas, alors il y a plusieurs choses. Quand on parle de récits pour demain, la première, sans doute, c'est que ce qu'on entend partout, c'est la France a raté le tournant du 21e siècle, parce qu'en fait, on a raté le tournant de la technologie, on a raté le tournant de la data, qui va gouverner le monde. Et en fait, quand tu écoutes, par exemple, Christophe Gomard de l'INFRI, en gros, lui, il te dit, finalement, la France, par rapport à la Chine et aux États-Unis, on est complètement, enfin, l'Europe, à la ramasse. Et en fait, on n'a pas ça. On n'a pas de ressources d'énergie fossile, ou très peu de ressources d'énergie fossile en Europe. Il y a une crise écologique, oui, ce que tu as dit, c'est pas effectivement une crise, c'est un défi écologique majeur pour l'Europe, mais pour tout le monde. Mais en Europe, parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile, on va devoir y faire face assez rapidement. Moi, j'ai la sensation, histoire de rester positif, que la France, l'Europe de manière plus large, peut être un modèle hyper intéressant pour demain. D'abord parce qu'on va être obligé de rentrer dans une frugalité très rapidement, frugalité énergétique, mais aussi parce que j'ai la sensation que quand l'homme est un peu perdu, il retourne vers les sciences humaines, vers l'intellectuel, et qu'en l'occurrence, l'Europe est extrêmement bien armée de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'écologie, c'est une idéologie, c'est une croyance, ça rentre dans notre éthique quasiment. Alors, j'exagère un peu en éthique parce qu'on voit bien la manière dont les gens consomment aujourd'hui, mais il y a une forme de croyance hyper forte dans l'écologie, ce qui n'est pas vraiment le cas ni aux États-Unis, ni en Chine, où là, ils sont beaucoup plus pragmatiques, enfin pragmatiques plus ou moins d'ailleurs, mais quand ils regardent, quand ils traitent de la problématique écologique. Peut-être que la porte de sortie pour l'Europe, c'est finalement par la contrainte d'être dans une frugalité énergétique. Alors, d'abord, tu as tout à fait raison de dire qu'on a raté le tournant ça, c'est sûr. de la révolution technologique, numérique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les 2 géants, c'est les États-Unis et la Chine. Et on voit d'ailleurs que ces modèles technologiques sortent très renforcés, malheureusement, du grand confinement, puisque nous avons pendant un temps gelé toute l'économie réelle ou une partie d'entre elles. Je pense au monde de la culture, je pense à l'hôtellerie, je pense à la restauration, je pense à un certain nombre d'activités qui ont besoin de la présence physique des gens pour s'épanouir. Alors que des entreprises comme Zoom, par exemple, ont connu une formidable accélération boursière. Et c'est vrai que je vois 2 modèles aujourd'hui. Je vois 2 modèles économiques planétaires émerger. Le modèle, d'une part,
du capitalisme des plateformes, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Tesla d'une certaine manière aussi, qui a vu son cours de bourse exploser ces derniers temps. On peut en parler de ça. Voilà, et ça c'est un modèle qui effectivement, c'est un modèle économique qui repose sur la mise en données du monde. C'est-à-dire que au fond, la valorisation de ces entreprises ne vient pas de leur cœur de métier. Par exemple, j'ai été tout à fait surpris de découvrir que Amazon n'était pas rentable sur sa partie delivery, n'est pas rentable sur sa partie livraison. Amazon est rentable parce qu'elle vend les données personnelles des utilisateurs et des clients d'Amazon à des annonceurs. Ça et cloud. Enfin, il y a une partie autour du cloud qui est extrêmement... Alors, il y a le cloud et il y a les données personnelles. Mais le cloud, c'est lié aussi, évidemment, au fait que les gens ont consomment de plus en plus de bandes passantes et donc il faut de l'espace de stockage. Donc, les deux gisements de rentabilité d'Amazon, c'est pas le cœur de métier, c'est-à-dire que c'est pas la livraison de toutes sortes de choses, c'est la publicité, donc la vente des données à des fins publicitaires, et c'est le cloud. Et quand on regarde Uber, quand on regarde Google, quand on regarde Facebook, c'est exactement la même chose. Donc au fond, quel est le driver économique en quelque sorte de ce capitalisme de plateforme? C'est la publicité. C'est le désir stimulé à un niveau extrême de granularité, puisque on va s'adapter en fait aux désirs des consommateurs de manière extrêmement précise désormais avec le média, la publicité digital média. Et au fond, je pense que si on veut résister à ce tsunami cognitif que constituent les GAFAM et les plateformes, il va falloir réfléchir à l'encadrement du secteur de la publicité. Tout le reste, c'est de la cosmétique. Toutes les réflexions sur comment est-ce qu'on coupe Facebook en morceaux parce que antitrust, etc., ça me paraît totalement cosmétique par rapport à la réflexion centrale qui est quelle place veut-on que la publicité occupe dans nos vies ? Et quelle part de cerveau disponible veut-on que la publicité occupe ? Et c'est d'autant plus intéressant que la publicité porte très mal son nom. Parce que la publicité, c'est faire appel en quelque sorte au mécanisme cognitif, au désir, à ce que les gens ont de plus intime, donc ce qui leur appartient en propre, pour qu'ils achètent des marchandises ou des services qui sont produits par des entreprises privées. Donc on devrait appeler ça privacité plutôt que publicité. Et justement, l'enjeu de réflexion qui nous attend, c'est comment est-ce qu'on décolonise en quelque sorte notre imaginaire de cette omniprésence et de cette ubiquité de la publicité. C'est pas qu'on va éradiquer la publicité, c'est-à-dire qu'il faut la remettre à sa juste place et qu'il faut laisser des marges de liberté, des marges de manœuvre à l'individu pour qu'il redevienne maître de son temps et de la construction de sa propre vie. Donc ça, c'est le modèle capitalisme de plateforme. J'ai une question sur ça, parce que avant que tu retournes au deuxième modèle, pardon, je te coupe, mais il y a aussi une problématique autour de la démocratie, non, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut manipuler, on l'a vu avec Trump, mais on l'a vu aussi avec Bolsonaro, on l'a vu dans d'autres pays, on peut manipuler aujourd'hui les gens via les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet de mettre en place des démocraties, on l'a vu en Tunisie par exemple, mais ça permet aussi de les descendre complètement. Et en fait, il y a aussi cette problématique, c'est-à-dire que quand tu parles des réseaux sociaux, il y a une question centrale autour de la démocratie, c'est-à-dire que est-ce que la démocratie, c'est de permettre à n'importe qui de prendre la parole en disant n'importe quoi dans les médias, avec de toute façon des extrêmes qui te diront toujours, même si tu leur donnes autant de place que les autres, qu'en fait on leur donne pas assez de place, parce qu'en fait ils vont être dans une forme de victimisation, et c'est ce que fait l'extrême droite aujourd'hui en disant oui mais nous on nous cache, et Trump va sans doute rebondir là-dessus en disant on m'a fermé mon compte Twitter, on m'a fermé mon compte Facebook, vous voyez c'est parce qu'ils ont peur, en fait c'est nous la vraie puissance, etc. C'est un ressort hyper connu, et d'ailleurs ça a fait la puissance de l'extrême droite en France entre autres. Donc il y a cette problématique là aussi, c'est-à-dire que quand tu parles de cette économie, il n'y a pas que la pub, il y a aussi quelle idée, peut-être une redéfinition de ce que c'est que la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi, et aussi à avoir, et bon, c'est sans doute aussi la faute des médias, mais aussi des algorithmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'avoir des avis binaires, contradictoires, qui se confrontent sans faire avancer le débat. C'est ce que font de manière générale les médias, et en ça, moi je leur en veux un petit peu, parce que ils n'ont pas de parole modérée. En fait, ils font jamais vraiment avancer les débats, parce qu'ils essayent de faire du tweet clash entre guillemets pour avoir la bonne phrase et pour faire de l'audience. Donc en fait, ils mettent deux personnes qui ont rien à voir, qui sont complètement opposées, et puis hop, ils regardent comme un combat de barbares dans une arène
pour voir celui qui va réussir à tuer l'autre. Et en fait, ça ne fait absolument pas avancer le débat, quoi. Donc, il y a aussi toute cette question-là autour du média, des réseaux sociaux. Et après, on parlera de ton deuxième modèle. C'est tout à fait lié parce que ce que tu mets en exergue, c'est la crise de l'espace public numérique. C'est-à-dire que quand j'utilise Amazon, je ne sais pas forcément, même si c'est écrit en police 6 dans les 45 pages de conditions d'utilisation, je ne sais pas forcément que mes données vont être mises en boîte, découpées et vendues à 45 000 annonceurs ou à des sociétés de digital media. Et que je vais me retrouver avec des publicités extrêmement ciblées par rapport à mes comportements de surf sur Internet qui correspondent à des activités sociales que j'ai l'habitude de pratiquer. Bref, en quelque sorte, Amazon va extraire de la valeur de ma propre vie. Hein, donc, la moindre des choses qu'on pourrait demander, c'est qu'il y a un juste retour de cette valeur, puisque c'est la mienne, c'est ma vie. Et donc là, tu vois qu'on est au carrefour d'une interrogation qu'on a eue au début de la discussion et qu'on va avoir après, j'espère, c'est justement cette économie de la vie. Il y a plusieurs façons de la pratiquer. Il y a cette façon prédatrice qu'ont les grandes plateformes, c'est-à-dire je vais sucer en quelque sorte ton sang comme un vampire et je vais extraire de toutes tes préférences personnelles, de toutes tes orientations, des gisements de valeur parce que je vais vendre ça à des annonceurs ou à des publicitaires. Et puis il y a une façon, celle que j'espère être la voie européenne, de dire mais oui, le bien-être, le développement personnel, la qualité de vie, c'est central aujourd'hui parce que nous avons atteint un âge de relative prospérité matérielle et ce à quoi aspirent les gens aujourd'hui, c'est pas d'avoir un deuxième réfrigérateur, une deuxième machine à laver, une troisième véhicule ou je ne sais quoi. De toute façon, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est pas possible. On a atteint un niveau de saturation d'équipement et, comme tu le disais tout à l'heure, un pic à la fois d'énergie et de matière qui fait que si on tire plus loin sur la corde, ça deviendra proprement insoutenable. Et ça l'est déjà en très grande partie. Ça l'est déjà, ouais. Donc, on reviendra sur ça aussi. Donc, il est possible d'imaginer autour des mécanismes cognitifs, autour de la vie, autour de la qualité de vie, des façons de produire de la richesse qui ne soient pas du tout cette prédation du capitalisme des plateformes. Et si tu veux, l'autre modèle qui s'oppose à ça aujourd'hui, c'est pas la voie européenne. Cette voie européenne, elle reste largement à construire. Et elle repose sur une alliance publique-privée. J'y reviendrai si tu veux tout à l'heure. Une alliance, par exemple, entre le service public de la santé, dont je parlais tout à l'heure, la recherche et des startups très innovantes. Non, l'adversaire aujourd'hui du capitalisme libéral de plateformes type GAFAM, c'est le capitalisme de surveillance chinois. Qu'est-ce qui fait le capitalisme de surveillance chinois? C'est pas des entreprises strictement privées. En Chine, il y a la frontière entre le privé et le public est beaucoup plus floue parce qu'en fait, l'État, les collectivités locales, le Parti communiste, la puissance publique sont toujours actionnaires à des degrés divers des entreprises. Et on voit bien que même quand on est un très grand oligarque chinois, on voit avec la disparition de Jack Ma, le président fondateur d'Alibaba, on sait qui commande en Chine. C'est le pouvoir politique. Juste pour expliquer, il a critiqué le système financier chinois. Voilà, qui est un système effectivement très réglementé, avec des contrôles d'échange, des contrôles des capitaux, des banques publiques à tous les niveaux, etc. Bon, et quand on s'octroie trop de liberté de parole, on disparaît ou on subit un sort qui n'est pas enviable. Donc on sait qu'il y a le pouvoir en Chine, et c'est pas les chefs d'entreprise. Mais on a la même mécanique économique, c'est-à-dire la mise en données du monde, puisque en Chine aujourd'hui, les comportements des citoyens sont entièrement mis en données, algorithmisés, intégrés dans une espèce d'organisme de surveillance digne de 1984 de George Orwell. Donc, par exemple, il faut savoir qu'en Chine, vous avez une note sociale en fonction de vos différents comportements civiques. Si vous n'avez pas traversé sur le passage piéton, vous perdez un point. Si vous n'avez pas payé votre billet de train, que vous avez fraudé l'équivalent de la RATP, vous perdez des points. Et puis, quand vous arrivez à zéro, vous devenez en quelque sorte prisonnier à l'air libre. C'est-à-dire que vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus acheter un billet de train, vous pouvez plus voter, vous pouvez plus... Donc, en fait, on a utilisé la data et l'intelligence artificielle comme un gigantesque instrument de fichage et de flicage et de répression de la population. Donc, les deux grands modèles aujourd'hui, c'est ça. C'est les plateformes qui sortent extraordinairement consolidées de cette crise et c'est un capitalisme de surveillance très lié à l'État. Mais dans lequel interviennent aussi de grandes entreprises. Tu vois bien que dans ces deux modèles... On n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. Donc il faut construire une troisième voie. Cette voie, elle peut être française et européenne. C'est une économie plus désirable, plus humaine, une économie à hauteur d'homme. Mais quand je dis à hauteur d'homme, c'est pas l'humanisme de Descartes comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire qu'il n'a que faire en quelque sorte des non-humains. C'est un humanisme justement. La Bible, voilà. Mais nous sommes de toute façon aujourd'hui dans un tel niveau d'interdépendance entre les hommes
aux quatre coins du monde, les hommes et les femmes, aux quatre coins du monde, entre les humains et les non-humains, animaux, végétaux et la nature, que, en fait, ces vieilles catégories métaphysiques, l'homme versus la nature, n'ont plus cours. Nous formons en quelque sorte un tout. Et nous ne pouvons pas, en quelque sorte, aujourd'hui, dire il faut protéger l'environnement comme si c'était une chose qui nous était extérieure, parce que c'est ça que signifie l'anthropocène. Nous l'avons de toute façon déjà trop profondément anthropisé, trop profondément transformé. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est justement profiter, en quelque sorte, de ce niveau d'interdépendance pour essayer de lui faire une prise de judo. Vous savez, au judo, on dit toujours il faut retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Eh bien, paradoxalement, notre désastre peut être aussi notre chance. C'est-à-dire que le fait que nous ayons atteint ce niveau d'interdépendance entre les humains entre eux et les humains avec la nature, peut être retourné contre lui-même, et on peut essayer de construire un modèle beaucoup plus désirable, beaucoup plus responsable, beaucoup plus humble. Je vais te faire une proposition étonnante, sans doute. Mais est-ce que le modèle européen ne devrait pas s'inspirer du continent africain sur une forme de frugalité? Et c'est original parce que en fait l'Europe a essayé de dominer les entre guillemets gros guillemets sauvages en disant on va les éduquer, on va les coloniser parce qu'ils savent pas vivre, etc., etc. Et est-ce que aujourd'hui, alors qu'en Afrique ils ont des modèles frugaux de mode de vie, est-ce que nous on n'a pas à apprendre d'eux? Je dis pas de copier des modèles parce qu'il y a pas beaucoup de démocratie, ou en tout cas le pouvoir politique est pas forcément très bon, ça dépend les pays évidemment, mais on n'a pas forcément une forme d'éthique dans tous les pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas à apprendre des modes de vie dans certains pays africains pour repenser le modèle européen? Alors, d'abord, tu n'es pas le premier à dire ça. Il y a de très grands anthropologues comme Philippe Descola, par exemple, professeur au Collège de France. Je pense aussi à Nastasia Martin, qui ont écrit sur ces ontologies non occidentales. Il y a un chercheur aussi qui s'appelle Dipesh Chakrabarty qui avait écrit un livre très connu qui s'appelait Provincializing Europe, provincialiser l'Europe en quelque sorte. Et beaucoup d'ethnologues ont travaillé sur ces ontologies alternatives, et c'est vrai que notre façon de nous représenter la nature, de nous représenter la culture, de nous représenter la civilisation, de nous représenter l'État, la société, elle est très pétrie de culture occidentale, et c'est en partie cette ontologie-là qui a conduit à la grande accélération et au désastre environnemental. Pour autant, je ne voudrais pas liquider l'héritage de la modernité occidentale, parce que d'abord, c'est ce qui nous a donné la démocratie. Et moi, je suis particulièrement attaché à la démocratie. Je ne veux pas d'un régime de surveillance à la chinoise, par exemple. Je suis, dans une certaine mesure, j'ai même écrit un livre sur ça, attaché à l'État-nation, parce que je pense que c'est une forme politique qui permet de jeter des ponts entre les gens. De conditions très différentes, et que tu sais, il y a eu dans les années 90-2000 la grande mode des villes-mondes. On disait écoutez, formidable, New York, Tokyo, Londres, c'est des villes qui s'administreront elles-mêmes et qui n'ont plus besoin des États. Et d'ailleurs, quand il y a eu le Brexit, il y a un essayiste anglo-saxon très connu qui s'appelle Parag Khanna qui avait écrit une tribune qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, dans laquelle il disait mais Londres n'a qu'à prendre son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, parce que les Londoniens avaient voté à 75% contre le Brexit, et en gros dans cette tribune il disait débarrassons-nous de ces ploucs, on se suffit à nous-mêmes, on a la City, on crée de la richesse. Mais c'est une conception épouvantable, parce que c'est une conception finalement où sont heureux ceux qui ont les moyens, en quelque sorte, de vivre dans la clôture très étroite de la ville-monde, et encore, parce que la ville-monde, premièrement, ces villes-mondes, elles sont assises sur des infrastructures qui sont consommatrices d'un tel niveau d'énergie et de matière que ça se fait forcément au détriment des autres. C'est pour ça que moi ça m'amuse de voir cette tendance très bobo. Je la critique pas, j'en fais partie, et je considère que c'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut pas s'arrêter à ça. Cette tendance à dire parce que j'achète mes fruits chez un maraîcher en AMAP par exemple, ou parce que je roule en vélo, j'ai fait ma part. Mais non mon vieux. T'as pas fait ta part, parce que tu vis dans une grande ville, et le simple fait de vivre dans une grande ville fait que tu utilises des infrastructures qui consomment 3, 4, 5 planètes. Donc il faut que tu aies cette prise de conscience déjà. Et peut-être que demain, on vivra davantage dans des villes moyennes. C'est peut-être le grand retour des villes moyennes qu'on a laissé tomber en France complètement depuis le milieu des années 70. Juste pour donner des chiffres, peut-être en France, en moyenne, un Français consomme 12 tonnes de CO2, 12-13 tonnes. L'objectif des accords de Paris, c'est 2 tonnes.
Donc voilà, on voit bien la différence. Et quand les consommateurs, et ça va peut-être les rendre impuissants de le dire, mais Carbone 4 a prouvé que si un consommateur avait une vie idéale, écologiquement parlant, donc plus de viande, plus de voitures, etc., il compense à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, il va réduire son empreinte de 20%, mais effectivement, ce que tu dis, c'est que l'organisation de la vie dans des pays occidentaux comme la France, en fait, les infrastructures, les écoles, les routes, tous les supermarchés, la manière dont on travaille, alors en tout cas dont on travaillait avant 2020, tout fait que de toute façon tu as un impact extrêmement fort. Les comportements individuels, c'est très important, ne serait-ce que parce que on ne va pas faire la transition écologique contre les gens. On a bien vu ce que ça donnait avec les gilets jaunes. Ça crée de la violence, de la colère et de l'incompréhension. En revanche, penser qu'on va simplement changer la société par des comportements individuels, je prends plus de bains, je prends des douches, j'achète dans une ferme urbaine mes poireaux ou mes champignons, et puis je fais du vélo et j'arrête de prendre la voiture, c'est bien, mais c'est un peu important. court. C'est important, mais c'est un peu court. Mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de radicalité. Est-ce qu'il va pas falloir se préparer et demander peut-être à des politiques une forme de radicalité sans que ça soit une forme de dictature verte. Moi, je crois pas trop j'aime pas le principe de dictature. Je suis comme toi, je suis très accroché à la démocratie, évidemment. Mais d'une manière générale, peut-être que le moment est venu d'avoir des formes de radicalité politique sur des sujets. C'est-à-dire que, je sais pas, interdire... je sais pas, les bouteilles en eau, les bouteilles en plastique. Ça, c'est déjà en cours. Oui, c'est déjà en cours, donc c'est un mauvais exemple, mais ou les plastiques non renouvelables, ou je sais pas, les shampoings liquides. Il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas d'autre solution que l'interdiction. Par exemple, le plastique, c'était un cancer. Et c'est une très bonne chose qu'ils soient interdits. On peut regretter d'ailleurs que l'horizon de 2040 soit trop lointain. Tu parlais de frugalité tout à l'heure. Moi, je reste persuadé que l'économie centrée sur l'humain et sur l'environnement, elle peut continuer à produire de la richesse, pas forcément dans les termes ou les instruments de mesure classiques. Complètement d'accord. Mais elle peut continuer à produire de la valeur. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que même la richesse monétaire, c'est une convention très imparfaite pour essayer de quantifier la valeur qu'on accorde aux choses. Il faut qu'on change notre façon de valoriser les choses, effectivement. C'est-à-dire que parfois, on accorde à des choses complètement superflues et stupides une valeur démesurée et parfois on néglige l'essentiel. Mais c'est des conventions comptables. C'est de la comptabilité nationale. Ça n'a pas une importance démesurée. C'est-à-dire que demain, on pourrait tout à fait changer nos systèmes de comptabilité nationale. Je rappelle quand même que le PIB, c'est une invention très récente, qui a 90 ans et qui a été créée au moment de la crise économique parce qu'on voulait arriver à quantifier les pertes de richesse occasionnées par la Grande Dépression. Mais on pourrait tout à fait imaginer demain d'avoir de nouvelles conventions comptables qui nous permettent de mesurer la valeur que nous donnons aux choses. Nous pouvons basculer, j'en suis persuadé, dans une économie décarbonée, d'une part, qui soit tout de même productrice de valeur et de richesse, et d'innovation. Nous pouvons assez largement basculer dans une économie centrée sur l'humain et l'environnement qui soit moins consommatrice d'énergie et de matière. Parce que le vrai sujet, en fait, c'est ça. C'est quelle quantité d'énergie nous consommons. Et c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on regarde la courbe de la consommation d'énergie et la courbe de la croissance depuis 2 siècles, on voit qu'il y a une très étroite corrélation. De toute façon, on ne peut pas faire de croissance sans croissance d'énergie. Oui, mais... Ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que ces 2 ou 3 dernières décennies, on a vu une légère décorrélation entre la quantité d'énergie, puisque nous avons déjà franchi notre plus haut, notre pic énergétique, et une croissance qui est très atone en Occident, c'est vrai, mais qui a continué d'avancer. Donc moi, je pense qu'il est possible d'avoir de la production de valeur et de la production de richesse avec moins d'énergie et moins de matière, ne serait-ce que parce que il est possible de valoriser certains comportements. Je pense au recyclage, je pense à l'économie circulaire, je pense au réemploi, je pense à l'occasion, à la réparation, à la maintenance. Toutes ces activités peuvent être productrices de valeur et elles ne créent pas elles ne consomment pas de nouvelles sources d'énergie ou de matière. Deuxième exemple, pour pas être trop long, mais qui à mon avis est extrêmement important, qui tient en fait... on a souvent dit l'informatique, ça va permettre de faire des gains énergétiques. Pas du tout, en fait. Parce que, d'abord, les grandes infrastructures de cloud, dont on parlait tout à l'heure, les fermes de cloud exploitées par Google ou Amazon, consomment des métaux rares et des terres rares qui sont en quantité limitée. Donc, il y a un moment où on va arriver à la fin, à l'extinction. Et la Chine, d'ailleurs, est une prédatrice de terres rares en Afrique absolument considérable. Et puis, pour fonctionner, ces infrastructures ont besoin d'une quantité d'énergie, d'électricité et donc d'énergie qui est absolument considérable. Mais il est possible d'imaginer un monde de low-tech.
il est possible d'imaginer un monde de low-tech, il est possible d'imaginer un monde dans lequel les richesses que nous produisons ne sont pas strictement indexées sur la quantité de matière ou d'énergie. Mais en fait, si on reprend... la santé, par exemple. Si on reprend, pour reprendre ton exemple des hôpitaux, des personnes qui s'occupent du soin, en fait, si on reprend la définition d'Adam Smith de ce que c'est que l'économie, c'est-à-dire la terre, le travail et la finance, on voit bien qu'on a été complètement décorrélé. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis la valeur aujourd'hui, elle est financière et en fait, elle tient à rien du tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que les salaires... aujourd'hui en France, mais un peu partout, ils sont pas du tout corrélés avec le service que tu rends à la communauté. C'est-à-dire que logiquement, ton salaire, il devrait être lié au service rendu à la communauté. C'est-à-dire que logiquement, les services un peu régaliens, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, les infirmiers, les professeurs, les politiques locaux devraient avoir un salaire bien supérieur à des traders, à des gens qui font du marketing, à des gens qui ne créent pas de valeur pour la communauté en tout cas. Le problème des salaires aujourd'hui, c'est qu'ils sont le niveau des salaires est indexé d'une part sur la rareté et soi-disant des compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, plus tu as un diplôme élevé, plus tu peux prétendre à un salaire élevé théoriquement, même si ce paradigme-là s'épuise aussi, parce qu'en fait, avec 85% d'une classe d'âge qui a diplômé, le bac et 75% diplômés du supérieur, ça génère aussi de la frustration, parce que tu as des gens qui ont des bacs plus 5 qui estiment qu'ils peuvent faire des métiers de cadre, mais il n'y a pas assez de métiers de cadre dans la société et qui du coup se retrouvent à faire des métiers qu'ils jugent dévalorisants par rapport à leur niveau de diplôme. Mais ça, c'était une parenthèse. Le problème, c'est que les salaires sont déterminés soit par la rareté des compétences, soit par le niveau de profit que la participation du salarié à une chaîne de valeur fait faire au capital. Donc l'élément déterminant aujourd'hui, c'est le capital. Et c'est vrai que depuis 30 ou 40 ans, on voit dans le partage de la valeur ajoutée, sur le plan macroéconomique, une déformation en faveur du capital. C'est-à-dire qu'il y avait une clé de répartition durant les 30 Glorieuses qui était plutôt favorable au travail, parce qu'il y avait des syndicats puissants, parce que l'industrie de masse, ça permettait en quelque sorte de créer des coalitions et une organisation du travail qui était favorable aux salariés. Depuis la fin des années 70, on a une sorte de basculement du rapport de force en faveur du capital, pas simplement d'ailleurs du capital financier, mais aussi du capital immobilier. C'est-à-dire que la baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée, elle s'explique beaucoup par la montée en puissance des rendements immobiliers et de la propriété immobilière qui devient un véritable enjeu dans les très grandes villes. Pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça parce qu'effectivement, il est temps d'ouvrir un débat sur la rémunération de la valeur sociale. Donc quand un agriculteur, par exemple, replante des haies, entretient les zones humides ou les zones mellifères, s'engage à arrêter d'utiliser des intrants chimiques, participe à l'agropastoralisme ou à l'entretien des forêts, il rend à la collectivité des services environnementaux. Les agriculteurs sont, je le dis souvent, des fonctionnaires de la planète. Ils pourraient l'être en tout cas. Ils pourraient l'être. Beaucoup ont envie de l'être. Il faut les accompagner, pas les stigmatiser justement, parce qu'il y a une tendance à dire ces agriculteurs qui polluent, etc. Bon. Non, mais surtout, pour le coup, s'ils le faisaient pas, c'est-à-dire que nous, on irait, les consommateurs iraient acheter du sucre ou je ne sais pas quoi à l'extérieur de l'Europe, à l'extérieur de la France. Donc, exactement. C'est un peu complexe. Il faut pas être, tu vois, il y a une logique aussi d'hypocrisie des consommateurs qui ont tendance à stigmatiser certains comportements alors qu'ils en sont dépendants dans leur mode de vie. Bien sûr. Donc c'est aussi de cette hypocrisie qu'il faut sortir. Les infirmières et les aides-soignantes, quand elles soignent des gens, elles rendent des services qui ont une valeur sociale qui est très supérieure à leur quasi SMIC. Donc il faut se poser la question sans démagogie, parce que si tu veux, elles sont payées par l'argent public, c'est les impôts des gens, donc il faut être quand même réaliste, mais il faut se poser la question sans démagogie, d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut valoriser à leur juste valeur sociale ce que j'appelle pour ma part les métiers du lien et du liant, dont on a vu l'utilité, plus que l'utilité, le caractère vital pendant le confinement, parce que c'est ces métiers, c'est les caissières, c'est les infirmières, c'est les chauffeurs livreurs, qui continuent en fait de faire tourner le pays. L'économie réelle. Et on a pris conscience d'ailleurs à ce moment-là à quel point nous étions assis sur des infrastructures de transport énergétique, de cloud, d'approvisionnement en tout genre, alimentaire, sanitaire,
qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui nous sont invisibles parce qu'on vit dans une société d'abondance. Mais cette société d'abondance, c'est-à-dire, en gros, une société d'abondance, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de panne d'électricité. Il y a 80% des pays de la planète, il y a 4 ou 5 heures de panne d'électricité par jour. Nous n'avons pas de panne d'électricité parce que nous avons des réseaux électriques extrêmement sophistiqués, l'électricité est produite au nucléaire, etc. Donc, on vit dans une société d'abondance, mais la contrepartie de cette société d'abondance, c'est qu'on ne voit pas, on ne voit plus à l'œil nu qu'elle repose sur des infrastructures effectivement très complexes et très consommatrices en énergie et en matière. Alors, quand tu parlais de frugalité, moi, je pense qu'il faut aller vers plus de sobriété, mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille qu'on revienne à la lampe à huile ou qu'on accepte d'avoir 6 heures de panne d'électricité par jour, parce que la plupart des pays en voie de développement, ce dont ils rêvent, c'est justement d'avoir un approvisionnement électrique convenable. Mais il faut effectivement réfléchir à une société plus sobre dans laquelle on a moins de gaspillage, moins de superflu, mais où on retourne en quelque sorte toutes ces infrastructures de la modernité contre elles-mêmes, c'est-à-dire, en gros, on les garde comme une sorte d'acquis, d'héritage, de capital, dont on peut profiter et qui nous donne une forme d'autonomie. C'est vrai que c'est bien d'avoir une autonomie énergétique, une autonomie informationnelle, une autonomie alimentaire. On va pas, contrairement à ce que voudraient certains collapsologues, on va pas détruire ces systèmes complexes et ces réseaux et danser dans les ruines ou danser sur les catastrophes. Moi, je ne suis pas du tout dans cette veine collapsologique. En revanche, il faut effectivement qu'on réfléchisse à la mutation de ces réseaux vers une meilleure prise en compte du vivant et des enjeux planétaires. Et tu sais, c'est une opération intellectuelle et politique qui est comparable à ce qu'avait fait la sociologie française à la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, tu sais, c'est le siècle de l'industrialisation à outrance. C'est-à-dire que ça s'est développé extrêmement vite, il y a eu des méga-usines, et donc le siècle de la détresse ouvrière. Tu connais comme moi le poème de Victor Hugo sur le travail des enfants. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. C'était ça la réalité ouvrière au 19e siècle. C'était de la misère, c'était du lumpenprolétariat, c'était le travail des enfants. Mais l'industrialisation, nous dit Durkheim, peut être retournée contre elle-même. C'est-à-dire que l'industrialisation, qu'est-ce qu'elle a permis? Une division du travail plus poussée. Et cette division du travail plus poussée, si on la retourne contre elle-même, au lieu de créer de la compétition, elle va créer des solidarités et des coopérations. Et c'est ça le génie de Durkheim, c'est d'avoir dit, on prend cette industrialisation et on lui fait une clé de bras. Et la division du travail social chez Durkheim, c'est ça, c'est de dire au fond, utilisons cette division du travail permise par l'industrie, le fait qu'il y ait beaucoup d'ouvriers dans des usines, pour conquérir des droits sociaux, pour construire des syndicats, pour avoir des lois sur le droit de grève, pour avoir des caisses d'assurance ouvrière, pour développer un état social. Donc on a retourné en quelque sorte le choc de l'industrialisation contre lui-même. À la même époque, et c'est les grands perdants de l'histoire, il y avait des socialistes utopistes qui disaient « Ah ben non, cette industrialisation, il faut la refuser absolument, il faut revenir à l'époque d'Adam et Ève, vivre dans des phalanstères entre nous, etc. » Mais c'est pas eux qui ont été à l'origine des grandes conquêtes sociales de la Troisième République, de la journée de 8 heures, du droit de grève, des libertés syndicales, des caisses d'assurance maladie, ou même de la sécurité sociale. C'est plutôt les gens comme Durkheim qui ont dit « Oui, l'interdépendance s'est accrue dans la société, mais cette interdépendance n'est pas forcément synonyme de désastre social. Nous pouvons, en quelque sorte, lui faire une prise de judo. » C'est exactement la même chose que nous devons faire aujourd'hui. Il y a une interdépendance planétaire. Il est impossible de distinguer aujourd'hui l'homme de son milieu, l'humain du non-humain. Donc nous sommes dans ce grand tout, nous devons l'accepter, mais nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ce grand tout. Et donc nous devons le retourner, en quelque sorte, le refaire marcher à l'endroit. Et le refaire marcher à l'endroit, c'est développer une économie désirable. Alors j'avais encore d'autres questions, mais comme on a dépassé l'heure, je vais m'arrêter là. J'avais une question en particulier, tu peux peut-être répondre dans la dernière question qui est forcément un volant, mais qui peut porter ce projet, quoi? Parce qu'en fait, enfin pas qui en tant qu'humain, mais on a l'impression que les politiques sont complètement déconnectés de la réalité. Mais je te pose quand même la question, parce que je vais arrêter ce podcast, parce que ça fait 1 heure. Donc le podcast s'appelle Blanc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Et donc à l'intérieur de cette réponse, j'aimerais bien que tu me parles de qui peut porter ce projet. Puisque effectivement on parle vraiment de la déconnexion des élites aujourd'hui. Bah justement, je crois que j'ai envie de claquer la porte au nez de toutes ces élites de l'ancien monde, du vrai ancien monde, c'est-à-dire un monde qui au fond n'a pas vu venir la crise environnementale,
n'a pas vu venir la crise sociale, n'a pas vu venir la crise démocratique, qui vit en fait sur des structures mentales qui sont complètement dépassées. Et notre génération, elle a inventé un monde plus juste, plus désirable, et c'est tout à fait possible parce que nous ne sommes pas toujours conscients de la richesse sur laquelle nous sommes assis. Il suffit juste d'un nouveau récit, il suffit juste d'un déclic. Et pour la France, il faut construire un nouveau récit français. Je ne crois plus du tout à l'homme ou à la femme providentielle, mais il est possible par contre d'avoir un vrai travail collectif de description de l'avenir. C'est-à-dire de dire au fond qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Et quel avenir on veut se donner. Profitons-en, nous vivons dans un pays merveilleux où il y a des services publics, où il y a des grands chercheurs, où il y a des grands intellectuels, où il y a une société qui est saine, qui est bien éduquée, etc. Je précise en passant que nous avons laissé beaucoup de choses se dégrader ces dernières années, comme le niveau en maths par exemple. J'ai découvert avec beaucoup de tristesse que les élèves français avaient décroché en maths. Il est temps, il n'est pas trop tard. On doit redresser la barre, on doit écrire ensemble ce récit de l'avenir. C'est possible, mais il faut se mettre dans un état d'esprit extrêmement positif et constructif. Je crois que c'est un peu l'esprit de ton podcast. Oui, et donc, je voudrais fermer la porte à toutes les élites vermoulues qui n'ont rien vu venir, qui sont complètement dépassés comme ces vieux généraux croulants de 1940 et appeler à un vrai sursaut civique, notamment de notre génération, c'est-à-dire les moins de 40 ans, au fond, c'est ceux qui ce que j'appelle la génération 89, c'est-à-dire la génération post-chute du mur de Berlin, par opposition à la génération 68, qui, certes, s'est révoltée contre la société de ses parents, mais nous laisse quand même beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de dettes, c'est une génération qui a été très hédoniste, qui a beaucoup vécu pour elle-même, mais qui n'a pas beaucoup transmis à la nôtre, la génération 89. Super. Merci beaucoup, David. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.